BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On profite d'un climat estival peut-être un petit peu plus détendu pour se poser et regarder les choses un petit peu plus dans la longueur. Bonjour Stéphane Venufel. Bonjour Cédric. Quelles sont les grandes tendances d'investissement que vous constatez, vous, à travers la lorgnette net investissement en ce premier semestre 2019 ? Qu'est-ce qui marque le coup ? Alors d'abord, c'est assez surprenant. On a un retour du fonds euro. Très présent dans les souscriptions depuis le début de l'année. Malgré l'ambiance de baisse de taux, de banque centrale. C'est là que c'est très surprenant. Je ne suis pas le premier à le dire et je crois que vous avez déjà reçu sur ce plateau pas mal de gens qui vous l'ont exprimé. On a finalement une fin d'année 2018 où sur les marchés, ça a été très compliqué. Donc on peut comprendre qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'arbitrage dans ce sens-là. Mais on s'attendait sur le début de l'année, à fortiori que des marchés qui repartaient plutôt à la hausse, à un effet inverse. Un retour de balancier. Exactement. Et ça n'a pas été le cas. On a toujours cette proportion de nouvelles souscriptions où on a grosso modo 75% de ce qui est souscrit en assurance vie en France, qui reste le placement préféré des Français, en fonds euros. Alors c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait finalement on se rend compte qu'on a encore un travail de pédagogie. Quand je le dis on, c'est bien sûr les conseillers en gestion de patrimoine, mais également les banquiers, enfin tout ce qu'on appelle la banque assurance, les assureurs, etc. Mais qui a finalement toujours encore ce travail d'inertie, c'est-à-dire c'est une fois que les marchés sont cassés la figure et que finalement on a des points d'entrée qui devraient être intéressants, que les Français réagissent en sécurisant leurs épargnes. Donc c'est assez intéressant. Alors la question qu'on peut se poser en revanche, alors question du mois de juillet justement, alors j'ai mis une chemise exprès pour être un peu décontracté, c'est de se dire, il y a eu, je prends l'exemple du mois de mai par exemple, vous avez eu grosso modo un peu plus de 11 milliards de collecte assurance vie et un peu plus de 9 milliards de décollecte sous forme de rachat ou malheureusement de décès de détenteurs. Donc on a finalement une collecte nette d'un peu moins de 2 milliards. Donc sur cette collecte nette, 75% de fonds euros. La question c'est finalement, est-ce que sur la décollecte de ces vieux contrats, des gens qui sont soit décédés, soit des contrats rachetés qui dataient de plusieurs années, la proportion de fonds euros n'était-elle pas plus importante ? Parce que si on revient à 10 oui, d'accord, 15 donc ans on aurait arrière, toujours une 75%, mais en vrai... Quand j'ai commencé ma carrière, on aurait une baisse. Très très longtemps, on était plutôt à 85% de fonds euros. On était sur le 85-15, pas le 80-20. Donc aujourd'hui, on se dit finalement, alors c'est l'optimiste naïf que je suis, de dire, il y a encore 75% de fonds euros collectés. C'est pas forcément satisfaisant parce que je pense qu'il y a des belles choses à faire, mais j'imagine que c'est en train éventuellement de s'éroder légèrement et qu'il y a peut-être une bonne nouvelle là-dedans quand même. Bon, parmi, vous nous dites 75%, c'est-à-dire qu'il y a aussi 25% du C, comme on dit voilà, dans le jargon, de fonds qui ne sont pas, enfin, de solutions d'assurance vie qui ne passent pas par le fameux fonds en euros. C'est quoi les grands gagnants de ce moment ? Alors l'analyse qu'on fait nous chez Net Investissement, c'est les unités de compte. Il y a un rapport risque-rendement qui est bien plus important à prendre en compte lorsque l'on est un épargnant particulier. Donc aujourd'hui, les gens voient soit je fais de l'UC pour aller chercher du rendement, mais attention, je m'expose beaucoup plus. Il y a une autre tendance. Attention surprise, je vais être le premier à vous le dire, il y a une autre tendance qui est l'investissement socialement responsable, puisque très clairement, je pense que le premier semestre 2019 va être basé sur l'idée de dire aujourd'hui les Français n'investissent pas seulement pour protéger leur épargne ou pour chercher du rendement, ils le font aussi pour investir utile. Donc aujourd'hui, tout ce qui touche à l'ESG, c'est-à-dire ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, sont devenus très importants, en tout cas chez notre clientèle, par rapport à un investissement purement rentable ou sécurisant. Ça veut dire quoi ça ? C'est devenu très important par rapport à des placements rentables. Non mais pardon, ceux qui viennent chez vous, c'est pas pour perdre de l'argent, c'est pour en gagner d'abord. Alors oui, bien sûr, l'investissement socialement responsable, ça monte en puissance et c'est important d'être tous responsables et de donner du sens à nos placements, mais vos clients, ils veulent pas perdre de l'argent. Ils sont pour si ça rapporte. C'est pas ce que je dis, Guillaume. Je dis juste qu'aujourd'hui, un client à fond finalement de perspective de rendement égal, s'il y en a un qui serait peut-être moins rentable que l'autre, mais qui serait plus utile, ils vont choisir celui-là. S'il y en a un où il faut leur expliquer qu'il y a un risque plus important que le fonds euro, qui n'est ni plus ni moins que d'acheter de la dette d'État, donc ça n'a finalement qu'une utilité très peu palpable pour le particulier, il va préférer prendre un risque supplémentaire parce qu'il sait qu'à un moment donné, ça aura une utilité. Alors attention, n'oubliez pas que justement l'investissement ISR, en respectant les critères ESG, tourne autour de domaines qui sont finalement assez cadrés. Et on va dire, et on en a déjà parlé ensemble, il y a plusieurs types d'ISR, mais l'idée est vraiment de pousser vers des métiers qui semblent avoir des profondeurs de réflexion intellectuelle simples à comprendre pour un épargnant. Je veux dire, quand vous investissez dans JP Morgan Healthcare, c'est la santé. Quand vous investissez dans Pictet Water, c'est l'eau. Donc ce sont des domaines qui parlent forcément au quotidien, qui sont en plus pas forcément
forcément d'une volatilité aussi importante que les autres fonds actions de leur catégorie, peut-être pas d'un même rendement au final quand tout va bien, qu'ils ne prennent pas forcément le bouillon pareil quand tout va mal. L'important, c'est que ça reste quelque chose qui semble utile à l'épargnant, et moi je trouve ça plutôt intéressant. Et vraiment, on n'est pas le seul à le dire depuis le début de l'année, mais ça va avec le reste de ce qui se passe dans notre société, le bio, le bien-être, l'épanouissement au travail, tous ces domaines-là sont quand même des choses importantes à prendre en compte. Malgré tout, des fonds en euros et des UC typés ESG, etc., ISR, ok, mais quoi d'autre? Il n'y a pas d'IMO, il n'y a pas de SCPI, il n'y a pas de diversification, il y a... J'ai cherché un lien en fait pour essayer d'apporter quelque chose d'un peu cohérent, et finalement, ce qui est intéressant, en tout cas chez nous, c'est qu'on s'est rendu compte que l'immobilier indirect, alors les plus connus étant la SCPI, puis l'OPCI, puis maintenant aujourd'hui tout ce qu'on va appeler les fonds d'investissement alternatifs, type le fonds professionnel, club deal, etc., dont les sous-jacents sont toujours de l'immobilier, il va y avoir aussi cette démarche. Je m'explique. On a vu beaucoup ces derniers temps de gens qui sont venus nous solliciter en nous disant voilà, les SCPI c'est d'énormes fonds, on les a déjà dans nos portefeuilles, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qu'on peut optimiser en termes de fiscalité, parce que je le rappelle, et Olivier le rappelait, la SCPI c'est de l'immobilier, les revenus immobiliers sont très fiscalisés, donc fondamentalement il y a d'autres options sur de l'immobilier, et c'est là que l'immobilier indirect peut prendre sa place, pour deux choses. Alors l'immobilier indirect, je rappelle ce que c'est, ça peut être des fonds d'investissement dans de l'hôtellerie, dans de l'immobilier professionnel, dans de l'immobilier de résidence. Ça peut être également le fameux crowdfunding immobilier où vous participez à la création de fonds propres qui aident des promoteurs à faire plusieurs opérations immobilières. L'idée, c'est d'aller chercher également dans ces fonds-là des critères ESG. Et aujourd'hui, c'est très difficile quand vous achetez un appartement, qu'il soit meublé, Pinel ou n'importe quel type d'immobilier locatif classique, de respecter tous les critères ESG. Bien sûr, vous allez pouvoir faire des travaux d'environnement et améliorer votre bien immobilier, mais est-ce que vous pourrez toucher au social? Est-ce que vous pourrez toucher à la gouvernance? Non. À partir du moment où vous faites de l'immobilier indirect, vous passez au travers de fonds qui peuvent avoir un spectre d'investissement et un spectre d'intervention plus important. Je vous donne un exemple, vous avez un FCPR d'Extendem qui fait de l'hôtellerie, donc Hôtel Sélection Europe numéro 2, qui a un vrai critère de ESG dans sa gestion. Alors au-delà du fait qu'ils font tout ce qu'il faut pour être sur quelque chose d'assez sérieux, d'assez rentable et d'assez cohérent d'un point de vue fiscal, puisque c'est un FCPR, il y a un vrai avantage fiscal, ils ont en termes de gouvernance en particulier et de social, une vraie politique pour avoir des collaborateurs handicapés, faire intégrer dans l'hôtellerie et dans la partie restauration des gens issus de quartiers difficiles qui ont du mal à trouver des jobs, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est un critère finalement, nous, quand on est face à nos clients, qui marche vraiment, parce que les gens se disent ah bah oui, j'ai mon petit neveu, etc., etc. Ça leur parle. Et derrière, si vous y ajoutez, parce que je vois Guillaume me regarder, du rendement et un certain nombre de sécurité, parce qu'on cadre bien entendu tout ça, même pour 5 ou 10 000 euros de ticket d'entrée, donc on n'est pas sur des choses extrêmement élitistes, on rentre sur une catégorie de placement qui a beaucoup intéressé. Et donc on diversifie, on n'est pas forcément dans l'assurance vie, ni dans le fonds en euros, et on a un petit aspect ESG. Voilà, et même si vous mettez de l'OPCI, de la SCPI, vous pouvez même la mettre dans l'assurance vie si vous avez envie d'optimiser au maximum. Mais on est assez large et on a des critères qui s'ouvrent, et je trouve ça assez bien que le rendement et le risque ne soient pas toujours les seuls points d'achoppement pour rentrer ou sortir d'un placement. Stéphane Vanufel et netinvestissement.fr. Merci Stéphane. Merci Cédric, merci Guillaume. Bon été. Passez de bonnes vacances. Mais vous aussi. Bon retour. Merci d'être venu nous voir, on est confiants.